Binjojo. Oh la vache, c'est quoi ce délire? À l'été 2024, le monde de la musique a été pris d'effroi avec la découverte progressive des accusations visant le très influent rappeur et producteur Sean Combs, plus connu sous ses alias Diddy, P. Diddy ou encore Puff Daddy. À l'automne, on nous annonçait des dizaines de plaignants, hommes et femmes, accusant Combs d'agressions sexuelles et de viols commis au cours de ces 20 dernières années. On nous promettait la publication de noms de célébrités accusées d'être complices à divers degrés des agissements du rappeur. Au printemps 2025, c'est le procès qui a démarré. 2 mois d'audience dans une tension à couper au couteau et la perspective pour Diddy de finir sa vie derrière les barreaux. Et puis, au début de l'été, coup de théâtre. L'ex-poids lourd du hip-hop est acquitté des chefs d'accusation les plus sérieux, notamment le trafic sexuel et l'association de malfaiteurs qui lui auraient garanti de prendre perpète. Le jury n'a finalement gardé que, entre guillemets, les incitations à la prostitution qui pourraient tout de même lui valoir jusqu'à 20 ans de prison. Mais ça, pour le savoir, il faudra attendre encore quelques mois. Avant que ne démarre cet étonnant moment judiciaire, on avait tenté de réunir et de retracer le plus précisément possible l'affaire Diddy et d'en faire le récit que je vous propose de réécouter tout de suite. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Attention, cet épisode relate des faits d'agression et de violence sexuelle qui peuvent être choquants. Comme toutes les histoires criminelles à rebondissement, il n'est pas très simple de déterminer un point de départ précis à celle qui nous intéresse ici. On va donc démarrer arbitrairement le 4 novembre 1969. C'est le jour où naît, dans le quartier de Harlem à New York, Sean John Combs. Sa mère, Janice, est une ancienne mannequin reconvertie dans l'éducation. Son père, Melvin, a passé sa jeunesse dans les rangs de l'armée de l'air américaine avant de rejoindre la vie civile et de s'acoquiner avec la très active pègre new-yorkaise. Impliqué dans des affaires de trafic de drogue, il est assassiné au volant de sa voiture à côté du célèbre Central Park en 1971 alors que Sean n'a que 2 ans. Élève moyen, sans être un cancre, plutôt doué en football américain, il passe quelques temps à l'université à étudier le commerce avant de tout plaquer pour suivre son rêve, intégrer le monde de la musique. C'est ce qu'il fait en 1990 à 21 ans en décrochant une place de stagiaire dans les bureaux de la maison de disques Uptown Records. À l'époque, le label est en train de se faire un nom dans la bouillonnante scène hip-hop et R&B tout juste émergente. Combs se retrouve donc à accompagner des artistes en développement dont certains deviendront des stars internationales à l'image de Mary J. Blige. En parallèle, il se fait un petit nom dans le milieu en organisant des fêtes de plus en plus courues. Des centaines de jeunes se ruent à ces soirées où on peut croiser les visages les plus en vue du moment. Et en 1991, Sean Combs se retrouve une première fois mêlé à une sordide affaire. La scène se passe dans le gymnase du City College à l'université de New York. Alors que l'épidémie de sida est l'objet de toutes les attentions, Combs décide d'organiser un événement caritatif. Un match de basket suivi d'une performance du rappeur Heavy D, l'une des stars de Uptown Records. L'événement se tient le 28 décembre 1991 et vire très rapidement à la catastrophe. Les mesures de sécurité sont minimes, pour dire les choses poliment, et la foule est bien trop importante pour la taille du lieu. 5000 personnes se pressent à l'entrée, se massent à l'intérieur, et dans un brusque mouvement de foule, des dizaines se retrouvent piétinées face aux portes fermées à double tour pendant de longues minutes. Bilan, 9 morts, 30 blessés, des procès pour négligence intentée par poignée, mais Combs et ses acolytes s'en tireront sans condamnation et pourront continuer leur ascension dans le monde du rap qui s'apprête à dominer les années 90. Sean Combs d'ailleurs a de grandes ambitions. À l'étroit chez Uptown, où il n'est qu'une petite main parmi d'autres, il finit par s'en faire virer en 1993. Qu'importe, il a déjà en tête le projet de lancer son propre label. C'est chose faite en quelques mois à peine. Bad Boy Records voit le jour, hébergé par la très puissante maison de disques Arista, qui compte à son catalogue quelques poids lourds comme Whitney Houston, le Grateful Dead ou Aretha Franklin. Dans ses cartons, en quittant Uptown, Combs a emmené un de ses petits protégés. Un certain Christopher Wallace, ancien dealer passé par la case prison, qui traîne une réputation d'apprenti gangster mais aussi de talent brut du rap.
Corpulent et massif, il se fait appeler Biggie Smalls, un pseudo qu'il transforme finalement en Notorious B.I.G. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Son premier album, Ready to Die, Prêt à mourir, un titre prémonitoire, on y reviendra, est le point de départ de la success story de Bad Boy Records. Le disque est un carton plein. En à peine 2 mois, il s'est déjà écoulé à un demi-million d'exemplaires. Il s'en vendra plus de 2 millions en un an. Ready to Die est une des pierres angulaires du hip-hop américain des années 90, un monument dont Sean Combs est un des architectes. En tant que producteur exécutif, il en retire non seulement un statut, mais aussi de très gros moyens pour faire grandir son empire, ce qui lui permet de signer à tour de bras des artistes émergents. L'autre tour de force de l'album, c'est de replacer New York sur la carte du hip-hop. Car à l'époque, la plupart des regards étaient plutôt tournés vers la côte ouest des États-Unis, d'où sortent les meilleurs rappeurs du moment. C'est l'âge d'or du rap West Coast, porté par des groupes légendaires comme NWA et des personnalités archi-charismatiques, au premier rang desquels figure un certain Tupac Shakur. Westside, first on fuck your bitch in the clique you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Entre ce dernier et Biggie, le protégé de Sean Combs, va se jouer l'un des drames fondateurs de la musique américaine contemporaine. La guerre ouverte entre l'Est et l'Ouest, cristallisée par la rivalité entre les deux anciens amis, fâchés à mort depuis que Tupac a subi une violente attaque à main armée en novembre 1994. En visite à New York, Tupac est invité à passer dans un studio du coin. Dans le hall, 3 types lui tombent dessus. Il se débat, ses assaillants dégainent des armes et tirent. Blessé, Tupac s'en sortira sans séquelles lourdes, mais avec une dent très dure contre Biggie et Sean Combs. Car il en est certain, ce sont eux les responsables de cette agression, qui n'était qu'un coup monté pour nuire à sa carrière alors florissante et favoriser la leur. Les deux ont toujours nié, mais le mal est fait. Tupac et ses proches ne pardonneront jamais et n'auront de cesse de provoquer et de se moquer des rappeurs new-yorkais durant les mois et les années qui vont suivre. Les tensions sont telles et le passif criminel des uns et des autres est si éloquent que tout le monde se trimballe avec des gardes du corps et des armes. On ne compte plus les incidents, les accrochages, les menaces pas du tout voilées, balancées publiquement ou carrément enregistrées dans des singles toujours plus agressifs. Condamné pour agression sexuelle, Tupac est incarcéré tout au long de l'année 1995. Mais ça ne calme en rien le conflit, et c'est dans cette ambiance digne d'une cocotte minute laissée sur le feu que se tient la cérémonie des Source Awards à l'été 1995. Nous sommes donc le 3 août de cette année-là, au très prestigieux Madison Square Garden, salle mythique de New York. C'est là que le magazine The Source, la bible des amateurs de hip-hop aux États-Unis, organise la seconde édition de sa remise de prix annuelle, célébrant les meilleurs artistes, albums, clips vidéo ou producteurs des 12 derniers mois. Les Source Awards, c'est un peu les Oscars du rap. Toute la scène américaine converge vers New York et se réunit, ce qui signifie, au passage, que vont être rassemblés dans une seule et même pièce les patrons de la East Coast, à savoir la bande de Sean Combs et de Bad Boy Records, et ses rivaux de la West Coast, réunis autour du producteur Suge Knight, patron du label Death Row, où officient Snoop Dogg, Dr. Dre et évidemment Tupac. Tupac qui est absent, comme on l'a dit, pour cause d'emprisonnement, mais qui est présent dans les têtes et dans les discours. Des discours où on sent également la tension qui oppose les deux versants de la scène. Ainsi, lorsque Suge Knight monte sur scène pour accepter le prix de la meilleure BO, décerné à celle du film Above the Rim qu'il a produite, il ne peut s'empêcher d'envoyer au camp d'en face une petite pique. J'en profite pour dire aux artistes ici présents qui veulent rester des stars et qui n'ont pas envie d'avoir à scoltiner leurs producteurs, qui essayent de se montrer dans les clips et de se placer sur tous leurs disques, venez chez Death Row. La cible est très claire,
Le message est pour Sean Combs, qui, il est vrai, a la fâcheuse tendance à se pointer dans tous les clips de ses protégés et à ne jamais manquer une occasion de faire quelques apparitions au micro dans leurs albums. Car le producteur a dans l'idée de lui aussi devenir un rappeur de premier plan et pas uniquement un patron de maison de disques, on en reparlera. En attendant, ce soir-là, aux Source Awards, la pression augmente. Dr. Dre se fait siffler, Snoop Dogg prend à partie le public, on sent que la catastrophe n'est pas très loin. Et c'est finalement de Combs que viendra l'apaisement. Alors qu'il vient remettre le prix du meilleur artiste solo, il en profite pour à son tour prendre la parole. Contrairement à ce que certains peuvent ressentir, je voudrais dire que je suis très fier de Dr. Dre, de Death Row et de Suge Knight pour leur réussite. Toute cette histoire de l'Est contre l'Ouest, il faut que ça s'arrête. Alors, je vous demande d'applaudir tous ceux de l'Est et de l'Ouest qui ont gagné ce soir. One more. Once again, y'all, please give it up for all the nominees. Sur le coup, ça semble fonctionner. La soirée se termine sans heurts, on parle de réconciliation, on met en scène une discussion amicale lors de la fête qui suit la cérémonie entre Suge Knight et Sean Combs. En réalité, le conflit ne fait que commencer et il va s'aggraver dès l'année suivante. Alors on ne va pas ici retracer tous les événements dramatiques qui ont mené à la triste apothéose qu'ont été les morts de Tupac et de Biggie. Ça mériterait un épisode entier et il y a plein de documentaires sur le sujet. On va donc se contenter de dire que durant les mois qui suivent les Source Awards, les provocations repartent de plus belle. Et lorsque Tupac sort de prison, à la fin de l'année 95, il embraye avec un single, Hit 'Em Up, directement adressé à Biggie et à Combs, qui désormais se fait appeler Puff Daddy. Une vraie déclaration de guerre, ce single. Mais à l'époque, pas mal de monde pense que toute cette agitation et ces menaces de s'envoyer mutuellement au cimetière, c'est avant tout du cinéma, une façon de garder les fans en tension et d'engranger de juteux bénéfices. Hélas, tout ça était bien réel. Et le 7 septembre 1996, à Las Vegas, au sortir d'un match de boxe de Mike Tyson, Tupac Shakur prend 4 balles dans le corps. Il meurt 6 jours plus tard, le 13 septembre, il avait 25 ans. Les circonstances de sa mort, 30 ans plus tard, sont encore très controversées. En novembre 2024, l'homme qui est suspecté d'avoir tiré ce soir-là a été arrêté. Il s'agit d'un ancien membre du gang californien des Crips, un gang qui, dans les années 90, était en guerre contre la bande rivale des Bloods. Il se trouve que Suge Knight, le patron de Death Row Records, était un membre actif des Bloods. Suge Knight, le soir de la mort de Tupac, c'est celui qui conduisait la voiture dans laquelle le rappeur avait pris place. Ce serait cette guerre des gangs, donc, qui serait à l'origine de cette mort brutale. Il aura fallu plusieurs décennies d'enquête pour commencer à le prouver. À l'époque, ça fait partie des hypothèses, mais ça n'est pas la seule. Et l'entourage de Death Row Records va tout faire pour détourner l'attention vers une autre piste. Pour eux, c'est clair, les commanditaires de l'assassinat de Tupac, eh bien c'est Biggie Smalls et Puff Daddy. Les 6 mois qui vont suivre l'assassinat de Tupac vont être émaillés d'incidents, d'accusations et de protestations. Puff Daddy et Biggie ne se déplacent plus sans un imposant dispositif de sécurité. Et en mars 1997, la troupe de Bad Boy Records s'envole pour Los Angeles en plein territoire ennemi pour une tournée promotionnelle. Malgré les précautions prises, Biggie tombe dans un guet-apens au volant de sa voiture au petit matin du 9 mars 1997. 4 balles, comme Tupac. Il meurt à peine arrivé à l'hôpital. Il avait 24 ans. Témoin de la mort de son protégé, Puff Daddy ne se débarrasse pas pour autant des accusations qui le visent. On le soupçonne toujours d'être à l'origine de l'assassinat de Tupac, voire d'avoir également orchestré celui de Biggie pour doper les ventes de ses albums. Des rumeurs persistantes qui n'ont pas été prouvées malgré les déclarations parfois très affirmatives d'ex-policiers ou d'anciens proches des 2 labels impliqués dans la guerre. En guise de réponse à ceux qui le voient comme un des architectes de ce désastre, il sort son premier album comme artiste solo, No Way Out, en septembre 97, quelques mois après la mort de Biggie. Et forcément, l'œil du public étant rivé sur les productions de chez Bad Boy, l'album est un énorme succès. Un demi-million d'exemplaires vendus en 1 semaine à peine et un single en forme d'hommage à Biggie, I'll Be Missing You, avec un sample de Police, un tube énorme que tous les mômes des années 90 ont entendu et entendu en boucle à la radio, à la télé, partout. Everybody, come on, get up out your seats, wave your hands side to side.
Peace sign in the air from my man B.I.G. Check this out. Seems like yesterday we used to rock the show. I lace the track, you lock the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't... Voilà Puff Daddy lancé comme rappeur ultra populaire, un poil trop grand public aux yeux des tenants d'un hip-hop plus rigoureux et plus incisif. Lui fait déjà dans le consensuel avec des samples de chansons bien établis et un flow qu'on qualifiera de potable. Une recette qui marche, on le voit et on l'entend partout. Il rafle l'Emmy Award du meilleur album en 1998 et il signe une apparition inoubliable sur la BO du blockbuster Godzilla, accompagné de ce pauvre Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, qui revisite un de ses riffs légendaires avec l'air de se demander un peu ce qu'il fout là. N'empêche, on avait toutes et tous le single, et Puff Daddy est passé du statut de figure de l'ombre à superstar du hip-hop. C'est le début d'une success story dont on va s'épargner le récit complet, parce qu'il est un peu long et un peu redondant, à base de disques de platine, d'apparitions à la télévision, au cinéma, d'investissements dans des marques qui portent son nom. Bref, Puff Daddy a multiplié les réussites, tout comme il a multiplié d'ailleurs les identités, puisqu'il est passé de Puff Daddy à P. Diddy, puis à Diddy tout court, avant de choisir comme pseudo Love, en toute modestie, puis de revenir à Diddy. Un parcours qui aurait pu sonner comme l'aboutissement, façon rêve américain, d'un môme de Harlem qui s'est hissé en haut des charts et des cercles de pouvoir du divertissement, malgré les embûches, devenant au passage multimillionnaire. Mais ça, c'était sans compter sur la face très, très sombre de Sean Combs. Jusqu'à la fin des années 2010, on avait surtout l'habitude de voir son nom associé de façon épisodique à des affaires de violence entre rappeurs. Un manager tabassé, des coups de feu dans une boîte de nuit, des accusations de port d'armes illégales, et on mettait ça globalement sur le compte du folklore persistant des années gangsta rap. Mais en 2017, la donne change. Son ancienne chef perso, Cindy Rueda, porte plainte pour harcèlement sexuel. Elle l'accuse de l'avoir notamment viré pour avoir repoussé ses avances. L'affaire se règle en dehors des tribunaux par un accord financier en 2019. Une méthode bien éprouvée par Combs pour éviter d'avoir à passer devant les juges, vous allez vous en rendre compte. 4 ans plus tard, en novembre 2023, c'est son ancienne compagne, Cassie Ventura, qui à son tour porte plainte. Cette fois-ci pour viol, proxénétisme et coups et blessures. Elle l'accuse notamment d'avoir fait exploser la voiture de son nouveau petit ami, le rappeur Kid Cudi. Elle l'accuse également de l'avoir forcé à avoir des relations sexuelles filmées avec des prostituées masculins, de l'avoir forcé à boire, à se droguer et de l'avoir violé en 2018, l'année où ils se sont séparés. Au passage, elle évoque devant les enquêteurs l'existence de soirées très spéciales, baptisées les Freaks Off. Il s'agirait de vastes orgies pouvant durer jusqu'à plusieurs jours et impliquant d'autres célébrités. Des parties fines organisées dans des hôtels de luxe où les participants seraient forcés de consommer de la kétamine, de l'ecstasy, du GHB. Dès le lendemain de la plainte de Cassie Ventura, là encore, Combs signe un accord financier pour éviter le procès. Mais les vannes sont ouvertes et les rumeurs qui couraient sur la violence dont le rappeur aurait fait preuve à l'égard des femmes commencent à prendre de l'ampleur. À la fin novembre 2023, 2 autres femmes saisissent la justice pour accuser Combs d'agression sexuelle et de chantage. L'une des plaignantes rapporte des faits ayant eu lieu dans les années 90. Des viols normalement prescrits, mais dont le traitement judiciaire est rendu possible par une loi exceptionnelle passée par l'État de New York, l'Adult Survivor Act, un texte adopté fin 2022 qui permettait pendant 1 an aux victimes d'agressions prescrites de porter plainte. Une seconde loi, adoptée elle en mars 2023, la loi de protection des victimes de violences de genre, ouvre une seconde fenêtre de 2 ans pour les victimes et plusieurs de celles qui accusent Combs vont saisir cette opportunité pour faire état de leur souffrance. C'est le cas en décembre 2023 avec une 4e plainte déposée pour un viol remontant à 2003 alors que la victime était mineure. Puis en février 2024, c'est le producteur de musique Lil Rod qui à son tour dépose plainte. Il fait le récit de faits faisant furieusement penser à ce que Cassie Ventura décrivait quelques mois plus tôt. Il implique par ailleurs au passage le fils de Diddy ainsi que plusieurs personnalités influentes de la musique et le comédien Cuba Gooding Jr. De son côté, Sean Combs nie en bloc, rejetant toutes les plaintes comme étant, je cite, de la pure fiction.
Au mois de mars 2024, ses résidences en Californie, à New York et en Floride sont perquisitionnées. Du matériel informatique est saisi et au printemps 2024, la chaîne CNN diffuse une vidéo accablante. Sur les images capturées par les caméras de surveillance de l'hôtel Intercontinental de Los Angeles en 2016, on voit Sean Combs se ruer à la poursuite de Cassie Ventura qui visiblement avait profité du fait que le rappeur soit sous la douche pour tenter de s'enfuir. Il la rattrape dans le hall, la roue de cou et la traîne sur le sol. Les employés de l'hôtel qui ont mis un terme à l'agression expliquent que Sean Combs, comme à son habitude, a tenté d'acheter leur silence. En parallèle, les plaintes se multiplient et en septembre 2024, Sean Combs est arrêté, présenté devant un grand jury, accusé de proxénétisme et de racket. Il plaide non coupable et la justice décide de le placer en détention provisoire. Ses avocats tentent bien de proposer une caution de 50 millions de dollars contre sa libération, mais les juges refusent. Le risque, explique-t-il, de tentative d'intimidation des témoins est beaucoup trop grand. Direction la prison pour Sean Combs. Ce qui nous emmène à cette déclaration du 1er octobre 2024, qui a donné à l'affaire une tournure encore plus vertigineuse. L'avocat Tony Buzbee annonce depuis Houston qu'avec son équipe, ils sont sur le point de réunir un dossier où figurent pas moins de 120 plaignants pour des faits qui se sont produits depuis le début des années 2000. Parmi leurs clients, qui sont à la fois des hommes et des femmes, 25 sont mineurs. La moitié ont déjà fait état de leur agression auprès de médecins, de policiers ou du FBI. Beaucoup d'entre eux disent avoir été drogués et qu'on a tenté d'acheter leur silence. Et surtout, l'avocat brandit la menace qui fait trembler tout l'entertainment américain, celle d'une liste de complices potentiels de Sean Combs. Les noms que nous allons citer, si nos enquêteurs parviennent à confirmer les témoignages que nous avons recueillis, ce sont des noms qui risquent de vous choquer. Des gens qui, pas seulement par lâcheté, mais aussi par complicité, ont vu ce qu'il se passait et n'ont rien fait. Mais aussi des gens qui ont participé, encouragé, incité. Ils se reconnaîtront. Depuis, on assiste à une forme de panique dans les rangs des célébrités qui, par dizaines, ont déjà fréquenté les nombreuses fêtes en grande pompe données pendant toutes ces années par Combs, qui se rêvait un peu en Gatsby le magnifique du XXIe siècle. Acteurs, sportifs, mannequins, musiciens, politiciens ou membres de la famille royale britannique, ils ont massivement été photographiés, filmés, bras dessous, avec le producteur-rappeur lors de ces grands rassemblements. Qui savait ? Qui participait ? Pour l'heure, on se contente de rumeurs, de suppositions, voire de fake news, comme lorsque les supporters de Donald Trump tentent d'associer sa future opposante Kamala Harris au scandale, alors même que les photos de l'ex-président tout sourire aux côtés de Combs sont légion. Autre grand sujet de discussion et de spéculation, le potentiel statut de victime de la star Justin Bieber, qui fut le protégé et l'intime de Sean Combs. Une relation de mentorat amplement documentée dont on relie aujourd'hui avec effroi la potentielle toxicité. Pour l'heure, le chanteur canadien n'a pas commenté la déchéance de celui qui fut un de ses protecteurs. Les partenaires historiques de Sean Combs, comme Usher ou Jay-Z, n'ont pas non plus commenté pour le moment la chute de leur ami de longue date. Le rappeur 50 Cent, dont les inimitiés avec Puff Daddy sont très anciennes, a de son côté annoncé qu'il mettait sur pied une série Netflix sur l'affaire, dont les bénéfices reviendraient aux victimes de ce qui pourrait bien s'avérer, après l'affaire Weinstein pour le cinéma ou l'affaire Epstein pour la politique, le coup d'envoi d'un mouvement de prise de conscience de l'étendue des violences sexuelles et sexistes dans le monde de la musique. Merci à Mathieu Thévenon qui a réalisé cet épisode de Programme B sur une idée originale de l'excellente Lauren Bess. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.